parce que, oui, on appelle ça les fils des tribus qui, dans les années 2006-2007, lorsque les Américains, tirant les leçons de leurs échecs en 2003, se sont dit, finalement, l'Irak, c'est un État tribal. Et ça, c'est vrai que l'Irak, le fait tribal, c'est quelque chose qui est consubstantiel de l'histoire irakienne. L'Irak, contrairement à la Syrie, qui est un pays plutôt citadin, l'Irak, c'est un peuple de tribus, avec une justice tribale particulière, avec beaucoup d'armes chez les tribus. Bon, en 2003, les Américains ont fait fi de ces tribus, et se sont dit, les tribus, on s'en fiche, etc. Bon, bref. Donc, qu'est-ce qu'ont fait les tribus? Les tribus ont participé à la guérilla, donc leurs enfants sont passés du côté des groupes rebelles armés, ceux qui nous avaient enlevés, Al-Qaïda et d'autres, puisqu'il y avait pléthore sur le marché. Et en 2007, les Américains se sont dit, tiens, on va peut-être, au lieu de s'aliéner, après s'être aliéné les tribus, on va aller les voir, et puis on va les payer, effectivement, et puis ils vont se retourner contre Al-Qaïda, qui était la force montante. Et effectivement, ça a marché. On a appelé ça les Sahwa, les fils des tribus, c'est-à-dire telle tribu sunnite d'Al-Anbar, de Ramadi, de Fallujah, de Mossoul, a donné aux Américains, au gouvernement irakien, un certain nombre de ses membres, donc ce sont des gens en général qui sont costauds et qui savent combattre, parce qu'à 12 ans, quand vous êtes un fils de tribu, vous savez déjà manier une Kalachnikov. Donc, ils sont passés du côté des autorités irakiennes et ils ont permis de réduire considérablement, notamment Al-Qaïda. Mais ce qui n'a pas été fait, c'est que le deal, c'était le chef de tribu qui sont les tribus. Alors, c'est important en Irak, mais les tribus, c'est quand même un petit peu des mafiosos. Donc, ce qui compte pour eux, c'est d'être maître sur sa circonscription. Et donc, pour ça, ça veut dire qu'ils sont prêts à s'allier à toute personne qui leur assure d'être maître sur leur circonscription, donc qui leur donne de l'argent, etc. Et donc, le deal, c'était aux autorités irakiennes, aux Américains, on vous donne des hommes, on réduit Al-Qaïda, la rébellion, on vous permet, vous Américains, de quitter l'Irak dans des conditions à peu près acceptables. En contrepartie, une fois que le sale boulot a été fait, nos jeunes sont engagés dans l'armée, dans l'administration, et donc il y a un retour progressif des sunnites dans le giron de l'État irakien, vieille revendication depuis 2003. Donc c'était Maliki, on tape dans la main, tout va bien. Al-Qaïda et les groupes rebelles ont été effectivement sinon soumis, mais du moins leur capacité de nuisance a été réduite, et en contrepartie, Maliki leur a fait un bras d'honneur. Et donc, pratiquement aucun sur les 100 000 ou 120 000 jeunes de ces tribus qui avaient accepté quand même, c'était quand même pour eux assez fort parce qu'ils avaient combattu les Américains, et du jour au lendemain, ils changeaient de camp et ils allaient combattre leurs anciens copains avec lesquels ils avaient combattu les Américains. Donc bref, ils ont été floués, et donc là, ça a été le début, justement, du renouveau d'Al-Qaïda, qui est allé voir les tribus, et qui leur ont dit, voyez, à la fois les chiites et les Américains, une fois de plus, vous ont berné. En 2003, ils sont venus renverser Saddam Hussein, ils vous ont ensuite démobilisé, ils vous ont écarté du pouvoir. Ils vous font de l'œil après, en vous promettant de vous réintégrer dans les circuits étatiques. Vous y allez et à la fin, vous vous faites avoir. Et donc, effectivement, là, ça a été la grande déception, et ça a été de nouveau, donc, la minorité sunnite s'est sentie flouée, et donc, à partir de la fin de l'année 2012, a commencé des manifestations près de Mossoul, à Aouija, etc., qui ont été sévèrement réprimées, et dans le même temps, Al-Qaïda en Irak, donc c'était revigoré, grâce au pacte qui avait été non rempli par les Américains. Il y avait eu un certain nombre de libérations de chefs rebelles par les Américains. Il y avait eu aussi des attaques de prisons par Al-Qaïda, qui ont attaqué notamment la prison d'Abu Ghraib, où étaient emprisonnés un certain nombre de leurs leaders. Ça, c'est un modus operandi qu'on retrouvera dans beaucoup d'endroits, au Yémen,
en Afghanistan, Al-Qaïda arrive à faire libérer un certain nombre de ces prisonniers en attaquant justement les prisons. Et donc, vous avez eu peu à peu l'émergence, la réémergence de Daesh, qui n'existait pas encore Daesh, mais c'était l'État islamique au Levant, et donc qui était déjà à partir de 17h, qui était la force maîtresse dans une ville comme Mossoul, par exemple, qui rackettait, qui enlevait et qui préparait ce qui allait arriver un jour de juillet 2014. Et donc, il y a eu une rigidité de la part du pouvoir, de Maliki en particulier, le Premier ministre, qui avait eu un premier mandat qui avait été assez moyen. À partir de la fin, il s'était plutôt comporté en responsable irakien et non pas en chef confessionnel. Il avait notamment, dans les années 2008-2009, combattu les milices chiites de Mortada Sadr dans le sud, à Bassora. Donc Nouri al-Maliki apparaissait comme un leader irakien sur lequel on pouvait compter finalement. Ce que les Américains auraient voulu trouver en Irak, qu'ils n'ont jamais trouvé, c'était en quelque sorte un soft Saddam, un type qui tienne les Irakiens là où il le faut, parce que c'est un peuple dur, comme je disais, l'histoire a été violente, c'est un pays de marche, convoité, donc il faut un leader solide, et les Américains pensaient avoir trouvé en Maliki ce leader solide qui, certes, était chiite, mais qui n'était pas un pion des Iraniens, et qui avait aussi le sens de l'État, etc. D'où d'ailleurs le pari qui était fait à partir de 2008-2009 par Nicolas Sarkozy en France. On avait reçu Maliki à l'Élysée, il y avait une volonté française de revenir en Irak et de parier sur ce type-là. Et à partir de 2010-2011, en revanche, Maliki est redevenu ce qu'il était probablement avant, c'est-à-dire un leader sectaire. Il s'est recroquevillé sur sa confession sur les chiites, et donc il a attaqué bille en tête les sunnites à partir de 2011-2012, et vous avez eu donc en janvier 2014 prise de Fallujah par Daesh, Fallujah qui était quand même une ville, alors pour le coup extrêmement rebelle. L'automne 2004, assaut sur Fallujah, les Américains ont mis 4 mois pour réduire cette ville. Donc, à partir de janvier 2014, moi je me souviens avoir écrit un papier, c'était de Al-Qaïda, ça ne s'appelait pas Daesh encore, de Fallujah jusqu'à Raqqa, parce qu'on voyait justement là, il y avait eu entre-temps donc, la révolte syrienne, et Al-Qaïda en Irak avait commencé d'envoyer des émissaires en Syrie pour justement faire la fusion, faire la jonction avec la Syrie. Et donc, eh bien, on s'est retrouvés, alors on a été un peu surpris, mais on ne devait pas l'être, parce que, comme je vous le disais, la situation grouillait déjà depuis un certain temps à Mossoul, dans les villes sunnites, où eh bien, les gens, ils ne sont pas forcément Daesh, mais ils se disent, face à un oppresseur, en l'occurrence le pouvoir chiite de Bagdad et de ses alliés iraniens, eh bien, il vaut mieux encore avoir des sunnites, même s'ils égorgent, que les chiites. Et donc, ça a été la prise de Mossoul en juin 2014, qui avait été longuement préparée, il y avait un type qui s'était... un ancien bassiste qui s'était fait passer pour un Mossouliote qui avait fait fortune en Arabie Saoudite, qui était revenu, qui avait épousé une fille du coin, etc. Il avait pénétré la société, et c'est lui qui a un petit peu comme ça permis à Daesh de prendre cette ville. Qui fait les forces de sécurité se sont effondrées parce que l'armée irakienne, eh bien, n'existait pas, elle existe encore peu aujourd'hui, elle commence un petit peu à se former, parce que cette armée irakienne a été une armée que Maliki a fortement confessionnalisée, et qui, l'Irak, post-2003, s'est construit d'un point de vue sécuritaire, un peu quand même sur le modèle iranien, avec et les Iraniens ayant été pour quelque chose, ont joué sur les milices, les milices chiites notamment, qui ont d'abord servi à lutter contre les Américains et qui donnent aux Iraniens une carte très importante dans leur jeu au détriment de cette armée irakienne. Et on voit bien aujourd'hui que c'est un des enjeux
de la guerre contre Daesh, c'est que l'armée irakienne n'arrive pas elle seule à lutter contre Daesh, donc elle a besoin du concours des milices chiites. Le problème, c'est que ces milices chiites, eh bien, 10 ans après 2003, après la guerre, sont très anti-sunnites, et donc lorsqu'elles libèrent une ville comme elles l'ont fait à Tikrit ou au sud de Bagdad au printemps, et bien ensuite elles se livrent à des massacres, etc. Donc la population locale ne peut pas rentrer chez elle, etc. Donc on retombe dans le cercle vicieux de exaction, répression, et puis donc bataille communautaire, guerre chiite-sunnite, etc. Alors, il y a eu une petite lueur d'espoir il y a une quinzaine de jours avec la chute de Ramadi, qui a été obtenue uniquement par le concours des forces de sécurité irakiennes, des unités antiterroristes, de l'armée, avec un fort appui aérien américain, mais sans le recours aux milices sunnites, parce que là on est aussi, Ramadi c'est la capitale de la province d'Al-Anbar, on est vraiment au cœur du pays sunnite, c'est-à-dire c'est des régions, oui, assez anti-chiites, hein. Et donc c'est comme Mossoul, lorsque dans quelques mois peut-être, lorsqu'il y aura une reprise de Mossoul, ça paraît inconcevable que les milices chiites jouent un rôle important dans cette reprise d'une ville qui incarne, alors là pour le coup, Mossoul c'est la deuxième ville d'Irak, et c'est la ville avec une longue tradition de l'armée irakienne, où le sentiment du sunnisme est très, très fort, où il y avait déjà historiquement du temps de Saddam Hussein une petite dérive vers le islamiste, avec beaucoup de gens qui étaient allés travailler dans le Golfe, donc il est inconcevable que Mossoul soit libéré par les milices chiites. Donc voilà, aujourd'hui on en est toujours dans cette situation-là où les forces irakiennes formées par les Américains, enfin ça fait quand même 10 ans que les Américains forment les troupes irakiennes, et on a vu le résultat en 2014 lorsque ces forces irakiennes ont fui devant l'avancée de Daesh, eh bien ne sont pas assez puissantes pour reprendre toutes ces villes, mais il y a quand même en Irak un repli de Daesh. Vous avez vu les statistiques américaines, sont peut-être un peu exagérées, mais on estime grosso modo à 30 ou 40% la perte territoriale de Daesh au cours de l'année 2015. Daesh cette année quand même a subi un revers à Tikrit, a subi un revers récemment à Ramadi, à Beji, où il y a la raffinerie, la plus grande raffinerie de pétrole, Sinjar dans le nord. Donc voilà, le Daesh est en contraction. Daesh conserve encore des places fortes, notamment à Fallujah, et là ça sera un gros morceau parce que c'est une ville qui est vraiment, on appelle la ville aux 1000 mosquées, mais c'est une ville où en gros Daesh est maître du jeu depuis 2004, quasiment, Mossoul aussi, et puis il y a surtout cette continuité territoriale avec la Syrie qui permet justement aux gens de Daesh de passer d'un pays à l'autre. Lorsqu'il y a trop de pression qui s'exerce sur eux en Irak, eh bien ils se déplacent jusqu'à Raqqa notamment. Et puis, ce qu'il faut dire aussi, puis j'en finirai peut-être, c'est que finalement, encore une fois, on revient à l'histoire, et l'histoire irakienne, c'est un peu un éternel recommencement, parce que quand on regarde un peu la composition de Daesh, et qu'on regarde un petit peu l'organigramme, on voit que derrière ce calife Abu Bakr al-Baghdadi, qui est un vrai, salafiste, un vrai islamiste, eh bien, comme vous le savez, l'ossature de Daesh, au-dessous, eh bien, ce sont des anciens cadres, essentiellement d'ailleurs des services de renseignement de Saddam Hussein, des milices de Saddam Hussein, c'est-à-dire que c'était des bassistes, ce n'étaient pas du tout des gens qui étaient versés dans la religion, mais qui en 2003 ont été écartés de l'armée par les Américains, et qui, pour un certain nombre d'entre eux, ont été emprisonnés, et comme en France on assiste souvent à une radicalisation en prison, eh bien, se sont radicalisés dans une prison qui est au sud de l'Irak, à Kandboka, à Basra, où là il y a eu la jonction justement entre Abu Bakr al-Baghdadi, qui était à l'époque prisonnier là-bas, et qui a joué un peu le rôle de gourou, et qui a converti au djihadisme tous ces cadres des services de renseignement, de l'armée, mais surtout des services, des milices de Saddam qui avaient été démobilisés et qui, parce que c'était quand même plus à la mode, sont devenus des djihadistes, des islamistes, en abandonnant leurs oripeaux bassistes.
Et ces gens-là, ces cadres, hein, eh bien, sont des gens qui ont la cinquantaine, sont des gens justement qui ont combattu en 1980 face aux Iraniens. Ce sont des gens qui ont gazé les Kurdes, qui ont réprimé les chiites au sud dans les années 90, qui ont combattu les Américains en 2003. Bref, ce sont des gens qui, ça fait 30 ans qu'ils font la guerre. Donc ce sont des gens qui sont aguerris, ce sont des gens qui sont expérimentés, qui sont violents, parce qu'ils sont irakiens, et l'histoire irakienne ces 30 dernières années a été extrêmement violente. Donc voilà. La violence démesurée de Daesh s'explique aussi par tout ce passé historique. Et effectivement, vous savez, comme Saddam Hussein est le produit de l'histoire irakienne, Daesh est aussi le produit de cette histoire irakienne, cette histoire tragique, parce que, effectivement, la grande erreur, ça a été, effectivement, on dit souvent, d'où vient Daesh? Est-ce que Bachar al-Assad a créé Daesh? Non, Daesh a été créé, Al-Qaïda a été créé en 2003 par intervention américaine qui a ouvert un espace, évidemment, à cette organisation qui n'existait pas avant, parce qu'avant c'était une dictature féroce et qu'il n'y avait pas la place pour la moindre contestation. Donc, on en revient finalement hein, à cette histoire. Et puis il y a aussi hein, on l'oublie parce que c'est un peu ancien, mais dans l'histoire du parti basse irakien, hein, le Baas, c'était un parti qui a pu séduire, qui avait été créé par des gens qui avaient fait leurs études à la Sorbonne dans les années 30, hein, Michel Aflaq, des chrétiens souvent, Salah Bitar, des Syriens, et ensuite le parti Baas avait une dimension aussi régionale au sens de la nation arabe. Et on retrouve aujourd'hui avec ces gens-là, qui sont des anciens bassistes au sein de Daesh, quand vous avez cette dimension du djihad mondial, ça n'est pas si étonnant de voir que dans leur esprit, eh bien, le califat ne doit pas s'arrêter forcément à l'Irak, mais il y a aussi la Syrie, il y a aussi la Jordanie, il y a les pays du Golfe évidemment, donc on retrouve encore ce lien avec l'histoire irakienne qui est très important. Donc voilà ce qu'on peut dire sur ce pays qui c'est quand même un pays, c'est quand même une grande tragédie parce que moi j'y retourne depuis 3-4 ans et c'est vrai que c'est tragique parce que c'est un pays qui encore une fois dispose de ressources incommensurables mais qui je pense aura beaucoup de mal à se relever, c'est un pays qui est là, quand vous êtes né en 1975, donc vous avez 75 ça fait 40 ans, eh bien vous n'avez connu que les guerres, que les embargos, que les invasions, etc. Donc 40 ans, c'est la moitié d'une vie, donc c'est un pays où il y a plus d'une génération qui a été sacrifiée, et hélas, je ne vois pas l'Irak se relever au cours des 5 ou 10 années qui viennent, parce qu'aujourd'hui, l'Irak est un pays qui est fracturé, fragmenté, où les communautés elles-mêmes sont divisées, fragmentées. On parle beaucoup de la fragmentation du pays, effectivement, entre ces communautés, chiites, kurdes et sunnites, mais à l'intérieur de ces communautés, le leadership souvent est discrédité, chez les sunnites comme chez les chiites. Chez les Kurdes, il l'est un peu moins, mais il est très divisé. Historiquement, entre les Kurdes de Barzani du PDK et les Kurdes de Talabani, ça n'a jamais été le grand amour. Je me souviens de ma première visite en Irak, c'était en 1996, lorsque Barzani, a fait appel à son ennemi Saddam Hussein qui voulait virer les Kurdes de son cousin Talabani. Et 25 ans plus tard, on parle beaucoup des Kurdes, les Peshmerga, les fameux Peshmerga, vous voyez, ces gens avec les pantalons bouffants, etc. Eh bien, l'unification des Peshmerga entre les partisans de Barzani et les partisans de Talabani n'a pas encore eu lieu. Donc, y compris chez les Kurdes, il y a encore des divisions. Les Kurdes de Barzani regardent plutôt vers l'Occident. Les Kurdes de Talabani, eux, sont plutôt, je dirais, un peu pro-iraniens. Donc, c'est ce pays-là qui, hélas, aura beaucoup de mal à remonter la pente, alors que c'est un pays qui est essentiel, parce que c'est un pays, effectivement, à la marche du monde à la fois persan et du monde arabe, qui est un pays riche, un pays dans lequel on avait beaucoup d'intérêt. C'est un pays aussi, bon, fraternité en Irak, vous occupez des chrétiens, où il y avait une minorité chrétienne extrêmement dynamique, active, hein, jusqu'en 2003. Et aujourd'hui, ces pauvres chrétiens irakiens, ils étaient 1 500 000 en 2003, ils sont 400 000 aujourd'hui, 500 000.
Et donc c'est vrai que vous avez beau aimer votre pays, lorsque un certain nombre de membres de votre famille sont fait égorger, lorsque vous êtes fait racketter, lorsque vous avez autour de vous un milieu qui est de plus en plus religieux, eh bien, et a fortiori avec Daesh, l'avenir est particulièrement sombre, mais c'est là où votre action est utile et vous avez choisi évidemment les bons créneaux. C'est important de jouer sur les écoles parce que les écoles, c'est le creuset justement de la coexistence entre les jeunes chrétiens, les jeunes musulmans. Vous avez raison de jouer sur le fait que les chrétiens irakiens, d'ailleurs comme les chrétiens arabes, doivent rester chez eux. Enfin, il faut tout faire pour qu'ils restent chez eux. C'est ce qu'ils veulent. Hein. C'est pas, vous l'avez dit, vous le savez parce que vous y allez. Ils n'ont pas envie d'émigrer, ou certains ont envie d'émigrer, mais la majorité, ils tiennent à rester chez eux. Et donc c'est bien de jouer cet élément multiconfessionnel dans votre aile pour ne pas accentuer cette idée qui est largement fausse, mais pas tout à fait, que les chrétiens c'est un peu la cinquième colonne de l'Occident, c'est les nouveaux croisés, blabla, etc. Vous connaissez tout ce refrain. Donc c'est bien d'avoir des actions qui, au-delà des chrétiens, permettent d'aider aussi d'autres communautés, comme vous le faites à Erbil et ailleurs. Mais c'est vrai que l'avenir des chrétiens en Irak, et alors ne parlons pas de la Syrie, est extrêmement sombre parce qu'on est dans un Moyen-Orient qui est en pleine recomposition, soumis à des violences extrêmes, où justement le sentiment religieux a été réveillé, où vous avez en Syrie une guerre civile absolument féroce. Donc voilà, c'est un pays qui est, c'est un pays, moi j'ai beaucoup, parce que c'est un pays pour lequel j'ai beaucoup d'attachement, même si j'ai eu quelques sueurs froides parfois, mais voilà, parce que l'Irak, ça n'est pas, c'est pas le Koweït, hein, c'est pas la Jordanie, avec tout le respect pour ce pays. C'est un pays important, c'est un pays charnière, mais là c'est un pays qui est en train de filer un très très mauvais coton. Voilà, écoutez, je suis prêt à répondre à vos questions.